Et bonsoir chez vous à la maison, bienvenue dans votre magazine Grand Soir. Avant de vous annoncer ce que sera la thématique et l'invité, j'ai donc d'abord la place à Laetitia Batomba qui est déjà sur le plateau pour nous donner ce que sera la charpente de son édition vespérale de 19h. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Vincent Mozongo, bonsoir chers téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, précisément à l'est du pays. Voici les grands titres du journal de ce soir, mais avant tout, je vous laisse suivre ceci. Réponse du berger à la bergère, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, est sorti de son silence après des accusations mensongères faites en son endroit par Victor Wakwenda, président de la convention des démocrates du parti, lui demandant de renoncer à son poste. Vous suivrez dans ce journal Augustin Kabouya qui promet des sanctions contre toute personne qui marche hors les textes du parti. Et puis, un ouf de soulagement pour la population de la province du Maïndombe. Le bureau central de coordination de BSECO a doté de cette province des fonds nécessaires pour l'exécution de ses projets prioritaires en faveur de la population. Chers téléspectateurs, voilà tout pour la vitrine du journal de ce soir. Restez branchés dans votre magazine que vous présente Vincent Mozongo. Très bonne suite des programmes. Merci Laetitia, on espère vous retrouver à 19h pour avoir le détail des titres énoncés tout de suite sur ces plateaux avec moi. Emmanuel Chibambe, il est au cadre du parti au pouvoir UDPS. Avec lui, nous allons savoir la tension qui se passe au parti politique que vous avez suivi. Laetitia qui a dit que Victor Wakwenda, qui est le président du Parlement interne de l'UDPS, qui a destitué le CG Kabouya qui n'a pas accepté cette destitution. Apparemment, les torchons brillent. Nous allons avoir des amples détails dans cet entretien. Emmanuel Chibambe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vincent. Comment va le Congo et comment va le parti? Le Congo va mieux qu'il y a 5 ans. Je dirais avec les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette volonté de pouvoir rétablir la paix à l'est du pays. Vous êtes sans savoir que depuis plus de 25 ans, que nous subissons une guerre injuste nous imposée par un de nos 9 voisins, qui est le Rwanda, bien entendu. Et après l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, l'une de ses promesses de campagne, celle de pouvoir rétablir la paix dans la partie est du pays, parce que nos compatriotes vivant dans cette partie depuis plus de 2 décennies, je l'ai dit ici, mutatis mutandis, subissent des affres de guerre et cela est inacceptable. C'est pourquoi la paix à l'Est reste le leitmotiv du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour revenir à votre question, notre parti, l'UDPS, se porte à merveille. Nous sommes tous sous la houlette de notre secrétaire général, l'insubmersible Augustin Kabouya Tshilombo Monabouté. L'information est dominée par la redynamisation de notre parti depuis le 29 du mois dernier, bien entendu. Nous étions dans la suite. Nous avons accompagné notre secrétaire général à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Bien avant, nous étions à Kisangani. Je vous dis, la série continue et voilà. Vous avez dit que le Congo va bien qu'il y a 5 ans. Est-ce que va mieux plutôt il y a 5 ans? Oui. Est-ce que s'il fallait avoir les recettes qui ont fait que le Congo puisse aller mieux, vous pouvez nous les donner pour que les grands publics puissent vous saisir? Vous savez, Vincent, moi je suis né au début des années 80. Depuis que je suis né, à l'époque de président Mobutu, bien entendu, je n'ai jamais vécu la démocratie. Je n'ai jamais vécu la démocratie et je n'ai eu que des présidents dictateurs, sanguinaires. Donc, je l'ai bien dit ici, président Mobutu, il y a eu la dynastie Kabila et aujourd'hui nous avons le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a instauré l'état de droit dans mon pays. Déjà, c'est quelque chose de grandiose. S'il faut faire une étude comparative par rapport à ses prédécesseurs. Déjà, c'est un élément de détail qui me pousse à dire ici, expressis verbis, que le Congo va mieux qu'il y a 5 ans. Très bien, nous allons... En tout cas, les exemples sont tellement légions, la liste elle est tellement exhaustive. Si vous voulez que je puisse étaler, je suis prêt, je pourrais étaler, mais
je ne sais pas si votre timing, votre momentum sera à votre faveur pour que je puisse citer toutes ces réalisations qui me poussent à dire que le Congo va mieux qu'il y a 5 ans. Ah, vous donnez l'impression que ça va nous prendre toute une heure. Non, parce que c'est les gens. Oui. Si vous voulez, moi je suis libre, je peux, vous ne me direz pas que nous courons derrière le temps. Je peux vous faire voir comment est-ce que le Congo va mieux depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, qui a 5 ans. Je ferme d'abord cette parenthèse. Revenons au parti d'EPS. Ça brille sur la toile avec cette sortie médiatique de Victor Akwenda. Le samedi dernier, il est le président du Parlement interne du parti. Arrêtez-moi si jamais j'ai dit une bêtise. Nous l'avons suivi. Il a destitué Augustin Kabouya, qui est le patron au quotidien de cette formation politique. On se rappellera par le passé que Victor Akwenda, c'est lui qui avait également destitué Kabound, qui est devenu un des opposants de Félix Tshisekedi, qui est le président actuel. Qu'est-ce qui s'est passé à l'UDPS? D'abord, à l'UDPS, il ne se passe rien. En tout cas, le Clément est bon enfant. Il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas quelque chose d'alarmant, comme vous l'avez si dit. Mais je voudrais que vous rectifiez. Victor Akwenda n'est pas le président du Parlement, comme vous avez dit. Non, il était. On parle français. Il était le président de la Convention démocratique du parti. Oui. La Convention démocratique du parti, c'est l'un des organes statutaires du parti. L'équivalence du Parlement interne. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'ai dit bien il était. Pourquoi j'ai dit il était? Les images sont là, le texte sont là, les documents sont là. Vous êtes journaliste, prenez votre caméra, faites un tour au niveau des limités à la 11e rue, interrogez l'histoire, on vous dira que depuis le 15 mars, je ne dis pas de bêtises, je suis devant la caméra, depuis le 15 mars de l'année en cours, M. Victor Akwenda n'était plus président de la Convention démocratique du parti. Il a été démis de ses fonctions par ses pairs. Ça veut dire qu'il n'engage plus, depuis le 15 mars, il n'engage plus cette structure qui est la Convention démocratique du parti. Donc, quelqu'un qui n'a ni qualité, qui n'a ni titre, je vois mal celui-là puisse se permettre de faire des déclarations de faux bruits allant dans le sens de destituer le chef, le numéro 1 du parti. Ça, c'est un sacrilège. Soyons sérieux. Nous sommes dans quel état? On parle français. Je dis bien, ce monsieur n'a ni titre, ni qualité. Donc, il n'engage aucune structure statutaire du parti pour propager des faux bruits que vous avez entendus le samedi passé. Malheureusement, nous sommes dans un état. Excusez-moi, nous vivons dans une ville où les gens, excusez-moi, ce n'est pas pour vous étiqueter, même vos confrères, même vous qui êtes de la presse, je fustige, excusez-moi, passez-moi, comprenez mon émotion. Vous verrez même des choses qui semblent être moins importantes, mais on donne corps et âme et on fait valoir aux gens comme si c'était d'importance capitale. Je vous dis, ça n'est nullement le cas. Monsieur Victor Akwenda n'a ni qualité. C'est un combattant, c'est un membre du parti qui n'a aucune fonction officielle à pouvoir engager n'importe quelle structure du parti. Donc, il s'est permis, je ne sais pas, peut-être le poids de l'âge, peut-être c'est l'âge qui l'embête, moi j'ose croire, frapper des sénilités, il alimente des réseaux sociaux. Est-ce que vous trouvez normal, cher ami? Vous êtes quand même intellectuel. Nous sommes tous passés à l'école et à l'université. Vous qui vous prétendez être président d'une structure comme celle-là, vous prenez des décisions pareilles, je dis entre guillemets, si telle en était vraiment une décision venant d'une structure du parti, vous prenez une telle décision et vous faites du fantasmagorie. Ça veut dire vous faites du psychodrame. Vous prenez un carton rouge, vous dites carton rouge et ceci. Non, cher ami, ça c'est du fantasme. Ça c'est du psychodrame. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Donc le vieux Akwenda, comme je l'ai dit, frappé par la sénilité, il fait de n'importe quoi. Donc moi je dis c'est un événement qui ne rencontre pas nos aspirations et ça n'a aucune espèce d'importance. Vous dites qu'il a été démis de ses fonctions, vous avez donné la date précise ici, mais est-ce que vos statuts reconnaissent cela qu'il a été démis de ses fonctions? Parce qu'apparemment, il a donné l'impression de quelqu'un qui est en fonction, de quelqu'un qui a le mot d'ordre à donner. Il a dit, il a même lancé un appel à candidature pour le poste du secrétaire général. Même vous-même, vous dites apparemment, ça veut dire que vous n'avez pas la précision. J'ai lu, je n'étais pas sur place. Non, lorsque vous dites apparemment, il donnait l'impression, vous avez parlé de l'impression, moi je parle de la réalité. Vous parlez de l'impression, moi je parle de la réalité. Et la réalité est telle qu'il a été démis de ses fonctions par
par ses pairs. Parce que cette structure dont je vous cite, la Convention démocratique du parti, a un bureau. N'est-ce pas? À une plénière. C'est cette plénière, c'est ce bureau-là qui avait décidé de le mettre en dehors de la structure. Donc ce n'est pas le chef du parti, ce sont ses pairs, ceux avec qui il composait le bureau de la structure. Ce sont eux-là, ses pairs, qu'il avait démis depuis le 15 mars, je dis. Depuis le 15 mars. Il a maintenant quelle qualité je vous dis, c'est un membre qui n'a pas de fonction. C'est un membre comme tout membre, mais qui n'a pas de fonction. Alors si c'est un membre il ne peut pas prendre. Écoutez, c'est comme moi aujourd'hui. Hier, j'assumais certaines fonctions, mais je n'ai aucune fonction officielle au sein du parti. Dans des structures du parti, notamment dans des structures de la Ligue des Jeunes, bien entendu, j'ai des fonctions, notamment à la Force du Progrès et autres. Mais au sein du parti, je n'ai aucune fonction. Donc, est-ce que moi, je peux prétendre, moi qui n'ai aucune fonction officielle du parti, je peux prétendre appeler la presse, dire à partir d'aujourd'hui, à dater d'aujourd'hui, un tel est suspendu? Non, chers messieurs, nous ne sommes pas dans un capharnaüm. L'UDPS n'est pas un capharnaüm kafkaïen. Peut-être le V.O. Akwenda croit que l'aventure qu'il a faite avec son neveu Kaboun, et il pourra continuer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes une formation respectueuse. Nous avons 40 ans d'existence. Donc, l'UDPS vaut plus que du théâtre que nous livre M. Victor Wankwenda. Et Emmanuel Tshibambe, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème d'organisation au sein de l'UDPS. Je m'explique. Si un membre peut prendre le luxe de destituer un CG, c'est-à-dire que ça s'enroussit chez vous. Non, mais parce que vous donnez foi et corps à ces psychodrames. Je vous dis que c'est un psychodrame. Il faut même s'en passer de ça. C'est parce que vous voulez vous attarder sur ça. Vous voulez donner corps et âme. Mais Kaboun est parti comme ça, l'histoire. Kaboun avait une fonction au sein du parti. Il était président du parti AI. Et à l'époque, Victor Wankwenda était président de CDP, de la Convention démocratique du parti. Et c'est Victor qui l'avait destitué parce qu'il était en fonction. Mais je vous dis, dans les cas d'espèce, ça n'est aucunement le cas parce que Wankwenda ne fait plus partie de la structure, ne préside plus la CDP, la Convention démocratique du parti. Les similitudes ne sont pas les mêmes, cher Vincent. Alors, vous allez nous aider à avoir une sorte de clarté. On accuse le CG Kabouya d'avoir paralysé le parti. Cher ami, Augustin Kabouya, retenez l'histoire. Augustin Kabouya Tshilomba est secrétaire général depuis le 29 janvier de l'année en cours. Ça fait 10 mois jour pour jour. Je dis bien. Ça fait 10 mois jour pour jour. En 10 mois, cher ami, Augustin, je dis bien en 10 mois, il a fait des choses que son prédécesseur n'a pas faites. Pendant 2 ans et demi qu'il a géré le parti, Augustin Kabouya, en 10 mois, il a su réunifier l'UDPS. Vous êtes sans savoir que notre parti était effrité. Ça, c'est un secret des polichinelles. Notre parti, à un moment donné, était effrité. Il y avait des structures à gauche, à droite, qui ne siégeaient plus, qui n'avaient plus accès au sein de la permanence. Il y avait des groupuscules qui se créaient de gauche à droite, de l'est à l'ouest et de nord au sud. Dans notre parti, nous ne connaissions pas cette histoire de cartes, tout consort. Vous connaissez comment est-ce que le prédécesseur d'Augustin Kabouya, comment est-ce qu'il a géré le parti. Mais quand Augustin Kabouya est venu, je ne suis pas son chantre. Vous ne direz pas que je fais son culte de personne. Non, cher ami. Nous sommes Congolais. Le mal chez nous au Congo, lorsque nous voulons affronter la réalité, et d'aucuns nous taxent de tous les noms d'oiseaux, de tous les péchés d'Israël. Ici, je parle des choses probantes, je parle des choses avérées. Depuis 10 mois que Kabouya est là, il a su réunifier le parti. Aujourd'hui, on ne parle plus de groupuscules à gauche, à droite, même au fin fond de la République. Aujourd'hui, en 10 mois seulement, Augustin Kabouya a acheté une dizaine de parcelles. Je dis bien une dizaine de parcelles pour le compte du parti. Je parle de choses que je maîtrise. Parce que j'en connais quelque chose. Une dizaine de permanences pour le parti. En 10 mois seulement, Augustin Kabouya a acheté des imprimantes pour l'impression des cartes biométriques des membres du parti. Vous êtes sans ignorer que nous avons été escroqués. Même moi qui vous parle en ce moment, si vous me demandez la preuve qui atteste réellement si je suis membre de l'UDPS, je n'ai pas de carte.
je ne sais pas me présenter en tant que tel, mais nous avions des dirigeants à l'époque qui n'étaient pas en mesure de pouvoir nous donner cette carte d'identité, nous identifiant étant membre de l'UDPS. Mais en 10 mois, Kabouya a su faire tout ça. Il a acheté des machines. Et au moment où je vous parle, on a déjà procédé à l'impression des cartes. D'ici quelques jours, nous aurons, nous, membres de l'UDPS, nous aurons des cartes qui vont nous identifier. Effectivement, nous sommes membres du parti. Alors, très bien. En 10 mois, je vous dis, les réalisations des Kabouya sont tellement légion. Et je vous dis, s'il faut faire une étude comparative par rapport à sa gestion et à ses prédécesseurs, il n'y a pas photo. Très bien. Après que Victor Wakwenda ait destitué Kabouya, il a accordé une interview à une radio de la place. Kabouya dit prendre acte, mais il a relativisé cette destitution. Il a dit que c'était une bonne chose que les postes soient vacants. Il revient à ces groupes de Wakwenda de désigner un nouveau secrétaire général. A-t-il réagi? Nous sentons une sorte de crise au sommet du parti présidentiel. Est-ce que le président de la République est-il fier de l'UDPS? Non, il faut d'abord dissocier le président de la République et l'UDPS. Le président de la République ne fait plus partie, il n'est plus membre de l'UDPS. C'est notre autorité ordinale, ça nous ne refusons pas, mais il faut les dissocier avec la gestion quotidienne du parti. Aujourd'hui, le parti est géré par le secrétaire général Augustin Kalumba, AK47, je m'en ai bouté. Donc, c'est lui le fil d'Ariane de notre parti politique. Il n'y a pas de crise, comme vous l'avez dit. Et puis moi, je ne veux pas, cher ami, que vous puissiez vous attarder sur la décision de Victor Wakwenda. Non, cher ami. Je vous dis, est-ce que vous accepterez que moi, je passe aujourd'hui dans votre chaîne, ici, 10e rue, dire, voilà, daté d'aujourd'hui, un tel n'est plus membre de l'UDPS? Est-ce que vous accepterez, est-ce que vous me donnerez l'espace? Si moi, qui est la même qualité que Victor Wakwenda, vous n'accepterez pas que moi je le fasse. Et pourquoi vous voulez donner foi à Victor Wakwenda? Pourquoi vous croyez à ce que Wakwenda a dit? Parce que c'est un membre simple qui n'a pas de fonction, qui n'a pas de titre, qui n'a pas de qualité à pouvoir prendre une décision pareille. Écoutez, moi je pense que cette histoire doit prendre fin. Nous demandons vraiment que les autorités du parti puissent prendre des décisions, des mesures drastiques à l'encontre de M. Victor Wakwenda. Je me dis peut-être que c'est le poids de l'âge, peut-être le vieux est frappé de sénilité parce que c'est un octogénaire. Donc vous comprenez, des fois lorsque quelqu'un qui tend vers son repos de guerrier, des fois il accuse des lacunes au niveau de ses attitudes physiques, même sur le plan, même dans sa cervelle là, ça pose un petit problème. Je comprends, peut-être c'est l'âge qui l'embête. Mais cher ami, je vous exhorte à ne plus dire que Wakwenda a destitué Augustin Kabouya. Ça, c'est une entrave. Même les combattants, même le premier combattant sortait même ici, chez vous ici. Est-ce que le parti interrogez les premiers combattants qui passent sur la rue, oui. Ils vous diront, monsieur Vincent, il ne faut plus dire ça. Ça, c'est jeter de l'opprobre à l'UDPS. Ça, c'est jeter de l'anathème à Augustin Kabouya Tshilombo-Mabouté, qui est notre fil derrière, qui est notre autorité au sein du parti. 4 ans de gestion du président Tshisekedi. Nous lui devons respect. 4 ans que l'UDPS est au pouvoir. Est-ce que votre image est-elle bonne, l'image de l'UDPS? Je vous ai dit, notre image a failli être ternie par le prédécesseur d'Augustin Kabouya. Depuis 10 mois. Qui sont notamment... Je ne vais pas citer ici pour faire la publicité. Vous savez, aujourd'hui, moi, ce qui importe, c'est la personne d'Augustin Kabouya qui tient le gouverneur du parti. Et aujourd'hui, il met tout le monde d'accord. Et c'est tout le monde qui conjugue avec lui. Et c'est tout le monde qui est dans le navire que tient le gouverneur Augustin Kabouya. Donc ici, nous sommes focalisés, je l'ai bien dit, nous sommes focalisés par la redynamisation de notre parti. Nous sommes focalisés en tant que politique. Nous sommes en train de réfléchir comment faire élire notre autorité en 2023. Donc nous peaufinons déjà aux stratégies, dans les stratégies bien entendu pour donner de la majorité, non seulement faire élire notre chef, et pour lui donner également de la majorité au sein de l'Assemblée nationale pour qu'il accomplisse vraiment, véritablement sa vision qu'il avait depuis le début Depuis que vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous avez appris du pouvoir? Parce que hier, c'était facile de critiquer le PPRD avec Joseph Kabila Kabange.
Mais je vous ai dit, depuis que moi je suis Emmanuel Tshibambe, je n'ai jamais vécu la démocratie. Et grâce à ce régime, je vis la démocratie. C'est grâce à ce régime, je peux voir un ministre en fonction aller comparaître quelque part. C'est grâce à ce régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'on a vu un ministre en fonction passer nuit dans les locaux des services de renseignement. C'est grâce à ce régime nous avons vu de hauts cadres, des hauts officiers, des officiers généraux de l'armée comparaître dans les affaires dont vous connaissez, je ne vais pas ici répéter. C'est grâce à ce régime que nous pouvons voir un directeur de cabinet du chef d'État comparaisse et puis soit mis en détention. Ça veut dire tout cela, ce sont des nouveautés. Nous ne l'avons pas connu. Nous ne l'avons pas connu dans le régime passé. Ça, ce sont des avancées qu'il faut applaudir et il faut mettre à l'actif de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans 10 ans, il ne sera plus présent dans ce pays. Dans 10 ans, il ne sera plus présent dans ce pays. 10 ans. Dans 10 ans. Parce qu'il va remplir en 2023. C'est de la prémonition, comme pour dire qu'il va remporter les élections en 2023. Ce sont des faits prémonitoires, comme vous l'avez dit. C'est de la prémonition, comme vous l'avez dit, bien entendu. Et moi, je travaille, je connais la force de mon parti politique. Je connais aujourd'hui, je fais quand même le pronostic auprès de la population par rapport à la popularité du président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, je vois mal qu'il soit battu en 2023. Parce qu'il a fait des prouesses et ses cotes et tous les sondages aujourd'hui lui donnent vainqueur. Tous les sondages, que ce soit internationaux ou locaux, lui confèrent la victoire en 2023. Et nous, en tant que sa formation politique, la première d'ailleurs en RDC, notre force, nous la connaissons, et nous sommes en train de jauger notre population par rapport à la question, et nous recueillons les résultats en faisant état que Félix Tshisekedi est le politicien qui a le plus de chances d'être réélu en 2023 que tous les autres. C'est pour cela, avec vivacité, je vous dis que dans 10 ans, il ne sera plus présent dans ce pays. Quand il ne sera plus présent dans ce pays, mais il aura instauré l'état de droit. Ça veut dire que moi, ou vous, Vincent, si vous avez un problème avec un ministre, avec un général, avec qui que ce soit, avec, je ne sais pas moi, quelle personnalité posée dans ce pays, vous pouvez aussi dire, voilà, moi je peux aller me plaindre à la justice et que je sois rétabli dans mes droits. Et ça sera chose faite. Ça, c'est déjà un héritage que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi nous a légué et ça sera ainsi jusqu'à la fin du monde. C'est une vérité éternelle, n'en déplaise à ses détracteurs. Mais la vérité est telle que c'est Tshisekedi qui a instauré l'état de droit. C'est une vérité éternelle, cher ami. Une vérité éternelle. Je suis très désolé de vous annoncer que j'ai fini avec vous. Je reste un peu inquiet. Je voudrais vous avoir jusqu'à la fin de cette émission, mais je suis obligé de vous libérer. Sinon, merci à vous. Il n'y a pas de souci. Le plaisir est partagé, cher Vincent. Alors, on prend un deuxième invité. On se retrouve tout de suite.
Jules Petra Mukendi, expert en marketing politique, c'est lui notre second invité. Avec lui, on va parler de la coopération entre la Russie et la RDC. Quels sont les avantages ou les désavantages, mais aussi que peut-on comprendre de ce qu'on appelle marketing politique. Jules Petra Mukendi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Le marketing politique, c'est quoi? Merci beaucoup. Le marketing politique, c'est une discipline qui se faufile entre les atouts, les capacités d'un candidat et la vie quotidienne de la circonscription dans laquelle il veut faire sensation. Donc, c'est cette discipline-là qui lui permet de maîtriser un peu, de voir par rapport à ses atouts, comment faire pour faire sensation dans sa circonscription, pour se faire élire demain. Et c'est une discipline qui s'applique souvent en période électorale et en période de crise. Mais vous, des marketeurs politiques, c'est quoi votre boulot? Apparemment, je me dis que tout politique est censé d'avoir un marketeur en politique ou un expert en marketing politique. Mais c'est quoi votre boulot? Normalement, tout politicien, de la même manière qu'il peut se faire entourer d'un agent de presse, il faudra aussi aux politiciens d'avoir à côté de lui, normalement, un marketeur politique qui va l'aider à pouvoir concevoir le plan, le projet qui va lui permettre à se faire élire et ainsi essayer de l'habiller, de les joncher de réalité qui émaillent d'ailleurs nos cours de marketing politique pour faire gagner et le faire vaincre. En fait, le marketing, c'est la vie quotidienne du marché. Mais ici, le marketing commercial existe depuis toujours. Les gens en savent quelque chose. Mais quand on parle maintenant du marketing politique, ça veut dire qu'on veut faire une analogie entre ce qui se passe en marketing commercial et l'amener en marketing politique. En marketing commercial, par exemple, il y a une théorie connue de l'autorité publique, la théorie qu'on appelle de 4P. 4P. 4P, c'est-à-dire qu'on parle de P comme produit, P comme prix, P comme place, c'est-à-dire la circonscription où les produits doivent se vendre, et puis P comme publicité. Donc un produit doit avoir un prix, il doit se vendre dans une circonscription, une place, et puis un produit doit de toutes les façons bénéficier d'une promotion. Parce que quand il n'y a pas de promotion pour ce produit ne sait pas se vendre. Alors quand on vient en marketing politique, on dit que le produit, c'est le candidat. Son prix, le prix, c'est son message. Qu'est-ce que le candidat apporte comme message? Qu'est-ce qui le distingue des autres candidats pendant une course électorale? Et maintenant, la place, c'est sa circonscription. Tout candidat doit avoir une place où il veut s'étendre. C'est-à-dire, pour le président de la République, par exemple, la circonscription, c'est toute l'étendue du pays. Pour un député provincial, c'est la commune ou la chefferie. Pour un député national, on appelle ça quoi, les districts, ou à l'intérieur, on appelle les districts, le nom va me revenir. Et puis, ça va comme ça. Donc, c'est comme ça que le candidat, il est un produit. Le candidat doit avoir un prix, c'est son message qui va le particulariser des autres. Le candidat doit s'étendre, ou bien c'est déployé dans une circonscription, voilà, et puis le candidat doit tout faire pour faire suivre à son action une certaine publicité, une promotion de tout ce qu'il est en train de faire, pour que son action soit bien relayée et que cette action atteigne le plus grand nombre de personnes, pour convaincre ces derniers à pouvoir les lire. Et selon votre expérience à vous, estimez-vous que nos politiciens sont entourés des experts en marketing politique? J'ai ouï dire que vous relevez beaucoup des failles en ce qui concerne le marketing politique. C'est vrai que c'est une notion qui de plus en plus a pris forme depuis l'Occident, il y a quelques années, mais chez nous, ici, de moins en moins, il y en a. Chez nous, on rencontre beaucoup plus de gens qui sont empiriques, qui ont de l'expérience dans telle chose ou dans telle autre chose, mais comme ça doit se faire selon les experts en marketing politique, il y a une certaine cascade que les événements doivent se suivre. Je n'en ai pas encore vu dans notre pays, et je crois seulement, j'en appelle donc à tous ces grands politiciens,
même à ceux-là qui sont encore à la maison, qui se demandent comment faire demain, comment faire pour changer les choses, comment faire pour retravailler l'image du politicien. Je crois qu'il y a lieu, de la même manière que vous avez besoin d'un couturier pour vos habits, il y a lieu de se faire accompagner d'un expert en marketing politique qui pourra vous aider à trouver la cadence qu'il faut, la cascade qu'il faut pour faire valoir vos idées, convaincre la population et en définitive vous faire élire. Mais les gens sont également intéressés par ceux ayant un CV costaud. Ils voudraient toujours avoir des référentiels. Il s'est dit un expert en marketing, mais il a travaillé avec qui? C'est aussi des questions qui se posent dans la clameur publique. Des fois, quand on entend quelqu'un passer à la télé dire qu'il est un expert. Vous avez dans votre GBCR travaillé déjà avec qui? Moi, déjà, j'ai chéri l'idéal d'avoir aussi un expert en marketing, mais peut-être que je ne suis pas politicien, je suis pas la personne qui sera bienvenue chez vous. Oui, merci beaucoup. La liste elle est longue, mais quand nous revoyons les clauses de contrat avec lesquelles nous travaillons, nous ne sommes pas portés ici à publier la liste des gens avec qui nous avons déjà travaillé. Même si quelqu'un est vraiment intéressé et qui nous approche, il saura avec qui nous avons déjà fait les chemins. Le marketeur, les gens qui font le marketing politique, vous êtes nombreux ou bien vous êtes à compter au bout des doigts? Je ne peux pas prétendre ici dire que peut-être que nous sommes le seul ou pas, mais seulement de plus en plus nous ne rencontrons pas des gens, peut-être qu'ils ils les font d'une manière, je vais dire, réservée ou cachée, parce que normalement, le travail d'un marketeur n'est pas celui de se mettre devant de la scène. C'est un travail comment je vais dire, d'atelier pour travailler l'image de quelqu'un, et très souvent, les gens ne sont pas vraiment proclamés pour dire ne se proclament pas pour dire qu'ils sont marketeurs. Donc, je ne dis pas ici que nous sommes le seul, mais de plus, nous, avec le résultat qui nous paraissent, nous avons de plus en plus de doutes qu'il y en a un grand nombre. D'ailleurs, c'est comme ça que nous interpellons le décideur, ceux qui travaillent dans les filières des universités et autres, d'essayer de voir comment faire venir ou introduire cette notion dans les cursus de nos études pour les étudiants en marketing ou encore ceux qui font de la communication, de sorte à pouvoir ajouter cette matière. Je crois que elle va beaucoup apporter à nos politiciens et à les aider à avoir une certaine tenue, comment s'exprimer, comment faire les choses. Et il y a bien de matière là-dedans qui peut toujours profiter à tout le monde. Et je crois que c'est toujours bien que de trouver l'intelligence chez l'autre. Vous savez, c'est pas Mike Tyson et qui, ils ont toujours besoin d'un coach. Quelqu'un qui est à côté, qui vous dit comment faire les choses, même s'ils sont devenus très grands des experts. Devant certaines questions, on perd des fois le repère, et quand on a quelqu'un à côté qui sait vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire en ce moment, comment le faire, c'est toujours bien. Une question peut-être embarrassante pour vous, quand vous voyez l'image de Martin Fayoulou, vous vous dites qu'il a des bons conseillers en marketing politique par rapport à l'image de la personnalité, de cette personnalité de l'opposition? Ça me renvoie tout de suite dans le cours. Dans le cours, nous savons qu'il y a deux façons de faire le marketing. Le marketing, il peut se faire normalement par des règles, mais il y a aussi un autre marketing qu'on appelle le marketing à l'américaine, qui est vraiment sans normes, sans beaucoup de règles. Il faut faire sensation à tout prix, de toutes les manières. Donc, vous pouvez voir quelqu'un sauter d'un immeuble parce qu'il veut se faire connaître. Martin Fayoulou est dans ça. Je me dis que je retrouve dans les chefs de beaucoup de politiciens congolais des choses qui vont dans l'un comme dans l'autre sens. J'ai compris, vous avez répondu à la question. Quand vous voyez le chef de l'État, vous voyez son image. Vous vous dites qu'il est entouré des experts en marketing politique, ou bien il y a une sorte de défaillance? En tout cas, s'il y en a, il y a lieu d'apporter encore une touche pour le parfaire. Non, si vous dites s'il y en a, j'ai dit quand vous regardez, vous étant expert, avec l'œil d'un coach, quand vous regardez l'image du chef de l'État, vous vous dites que c'est bon, sur le pari du marketing, il est dans les bons, ou bien il faudrait encore du punch pour booster encore son image? Cher Vincent, je crois qu'il y a lieu de faire mieux. Il y a lieu de faire mieux. Alors, j'ai compris la réponse. Et Gatumbi?
En fait, Je vous donne les noms des grandes personnalités, comme ça vous allez nous aider. Nous, on n'est pas experts, hein. Nous, on peut accepter tout ce qui nous est présenté. Vous étant experts, veuillez nous aider à comprendre là où ça n'a pas marché, pour qu'ils comprennent aussi, des fois, l'homme ne connaît pas tout, hein. Nous sommes des éternels élèves. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les combats d'Égypte et il y a aussi ce qu'on appelle les défis de Cana. C'est-à-dire que quand vous me parlez de quelqu'un qui est en fonction, je sais comment orienter son action. Mais quand vous parlez de quelqu'un qui se recherche encore pour peut-être faire sensation et se faire élire d'Ama, je sais aussi comment est-ce que son action... Prince Epenge, par exemple, son image. Bon, ok, Emmanuel Chibambe, là c'est facile. C'est vrai, il est intelligent, c'est un bon communicateur de l'UDPS. Quand vous voyez son image, vous étant marketeur, un expert en marketing politique, s'il fallait donner des exemples, on sait un pays, on essaie une télé-réalité. Non, mais vous avez parlé de... Et Emmanuel Chibambe, c'est la personne qui était... je l'ai reçu avant. Oui, celui qui m'a précédé. C'est la première fois que je le vois, mais à première vue, il m'a fait une très bonne impression. Mais après, bon, la matière, elle est abondante. Okay. Il y a toujours ce qu'on appelle chez nous le moment où l'on vient comme rencontrer le médecin. On essaye de vous écouter, de vous comprendre, de comprendre votre contour. Parce que j'ai dit à l'entame que c'est une discipline qui se faufile entre les atouts, les capacités d'un candidat. Et pour connaître vos atouts, M. Vincent, il faudra un moment que nous devons passer avec vous pour comprendre de quoi vous êtes entouré, quelle est votre formation, êtes-vous marié, vous avez des enfants, vous êtes de quelle origine, vous êtes de quelle formation. Ce n'est qu'à l'issue de toutes ces questions qu'on se sera posées que l'on pourra maintenant vous proposer une orientation par rapport à ce que vous devez faire pour essayer de répercuter. Mais vous devenez des inspecteurs là, de la police judiciaire. Vous prenez tous les temps d'espionner quelqu'un pour lui coacher à la fin? Non, ce n'est pas... Ça craint, à un certain moment, les politiques sont un peu réservés. C'est surtout ça le marketing. C'est-à-dire que celui qui veut vendre un nouveau produit à Kinshasa doit à tout prix faire un travail de formé. À tout prix, il faut aller savoir quel est le besoin qui se présente, quelle est vraiment la raison. Est-ce que c'est le moment qu'il faut pour apporter ce produit? Et même quand il faut apporter ce produit, comment il faut l'apporter? Quelle est la manière de le présenter? Est-ce qu'il faut le présenter comme un produit de jour ou un produit de nuit? C'est tout ça. Il y a vraiment une étude de fond qui s'est faite, donc qui pousse. Je ne peux pas vous vendre, cher Vincent, tant que je ne vous connais pas. C'est un concept, c'est un concept importé, hein, le marketing. Vous avez dit politique. Que ça commence politique, et ça a commencé à l'Occident. Et quand vous regardez l'Occident, vous vous dites que c'est bon avec leurs politiciens, ils n'ont pas assez de problèmes en ce qui concerne le marketing politique, en termes d'image. Oui, en termes d'image, je crois que c'est parti depuis le parti politique. En Occident, les choses sont beaucoup plus, je veux dire, l'expérience, hein. L'expérience a fait que les choses ont été beaucoup plus calibrées et maintenant ils savent comment présenter les choses. Chez nous, vous sentez que on est encore en train de se battre, on est encore en herbe, donc c'est à ce moment qu'il faut apporter des intelligences pour essayer de donner une certaine forme à ce que nous sommes en train de faire. Mais si les gens sont intéressés par votre allocution dans cet entretien, ils vont faire comment pour vous atteindre? Ben, ils nous écrivent à Jules Peter Mukendi @gmail.com ou alors ils nous appellent par notre numéro. Lequel? Le numéro WhatsApp 085 103 90 18, je répète 085 103 90 18, ou alors s'ils vont sur Facebook, ils trouveront toute une page réservée au marketing politique. Il suffit de taper Jules Peter Mukendi. Vous verrez toute une page réservée au marketing politique. Mais n'est-ce pas le moment de critiquer les images de certains acteurs politiques qui ne sont pas bons en termes de marketing? Vous qui en êtes l'expert, on vous sent réservé. Et pourtant, nous, des fois, on s'est dit, quand on taquine les gens, on leur dit, bon, écoutez, votre image en ce qui concerne le marketing politique est nulle. C'est aussi important de dire la vérité aux gens que ça ne va pas marcher, il faut améliorer, il faut faire ceci. C'est-à-dire, monsieur très cher Vincent, comme je vous ai dit, beaucoup de gens font les choses comme on le voit de partout.
sans vraiment tenir compte de certaines formes, de certaines procédures, comme les choses doivent se faire. Et donc nous critiquons cela, mais seulement nous apportons maintenant la recette pour vous. Si vous sentez que la chose vous touche, la chose vous intéresse, faites appel à nous, nous pourrons vous accompagner, vous coacher, ou seulement concevoir avec vous un plan stratégique de campagne. On se met d'accord et on conçoit pour vous un plan stratégique de campagne et vous continuez votre route. Donc on n'est pas vraiment ici comme un arbitre pour donner à celui-ci un carton rouge ou à celui-là un carton jaune, mais seulement nous on veut faire comprendre aux politiciens qu'il n'est plus l'heure de tâtonnement, des opportunismes. Ce n'est plus l'heure. Il est l'heure actuellement de choses qui sont bien conçues, bien faites, calibrées pour atteindre un certain résultat et c'est là présenté en forme de projet. Et il y a aussi il y a également un débat qui généralement est classé en termes des universités. Il y a des gens qui disent que moi je suis licencié de telle université, de tel institut. C'est pour autant dire, mais votre expert là, il a fait ses études où? Oui, nous avons étudié en ligne parce que nous n'avons pas une spécialité ici. Il y a une petite histoire, nous avons fait la licence en sciences politiques et relations internationales. Mais après, la vie de chaque jour nous a amenés dans un monde très de marketing. Nous avons été dans le télécom comme dans le brassicole. C'est là-bas où nous avons compris que de plus en plus, au lieu de vendre des produits et des services, on pouvait aussi vendre l'image positive de quelqu'un. Et en cherchant, nous sommes donc tombés en contact avec des aînés qui étaient déjà en Occident et qui nous ont proposé cette matière que nous avons suivie en ligne et pour lesquelles nous avons été certifiés comme tels. Et c'est comme ça que nous voulons propager l'image ici en République démocratique du Congo. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que vous avez parlé également des sciences politiques internationales. La question relative à la coopération entre la Russie et la RDC, c'est une question qui est posée dans plusieurs salons politiques de la place voire d'ailleurs. Est-ce que cette coopération est-elle bonne? Si elle est bonne, merci d'argumenter et de nous donner les avantages et les désavantages. Attendez, cher Vincent, je crois qu'aujourd'hui, la question essentielle ici, ce n'est vraiment pas par rapport à l'actualité. Je crois que ce n'est vraiment pas de savoir si nous devons être en relation avec tel pays ou tel autre. Notre problématique principale aujourd'hui, c'est la problématique de notre autonomie, de notre souveraineté. Vous connaissez l'actualité actuellement dans le pays, c'est que est-ce que le pays est sous embargo pour l'acquisition des armes ou pas. Donc, moi, je ne sais pas si le pays doit entrer en relation aujourd'hui avec la Russie ou pas. Je crois que c'est un pays avec lequel la République démocratique du Congo avait toujours entretenu de très bonnes relations, parce qu'il y a une ambassade, si je me trompe, et de même pour nous. Dernièrement, nous avons vu que la Russie a organisé une rencontre entre les pays africains et la Russie à Sochi, où le président Félix Tshisekedi avait même été invité, où d'ailleurs il avait tenu un discours qui est resté dans la tête de plusieurs personnes. Donc moi je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on parlerait, c'est comme si on veut renouer des relations avec la Russie, alors que la République démocratique du Congo avait toujours eu des relations avec ce pays-là. Alors très bien, revenons en ce qui concerne le régime de notification voulu par les conseils de sécurité. Et pourtant, nous sommes un pays agressé dans notre partie orientale. Est-ce que cette posture de la communauté internationale, elle est complice ou bien des bonnes lois? Une fois encore ici, nous venons condamner, nous condamnons cette duplicité-là, de souffler le chaud et le froid. Nous avons vu ici, il n'y a pas longtemps, un représentant des Nations Unies pour la commission des sanctions et autres, qui est venu dire à haute voix que la République démocratique du Congo était sous aucune sanction. Mais aujourd'hui, l'actualité s'est fait dire que le régime de sanctions survit toujours contre la République démocratique du Congo. Moi, je crois que le Congo a atteint le niveau de sa maturité ou le niveau de sa vraie indépendance. Cher Vincent, 60 ans après, je vous rappelle ici que les indépendances politiques sont venues vers les années 60. Et vers les années 90, nous avons connu le cycle de conférences nationales où le pays cherchait
à se trouver des politiques et de politiciens dignes de le conduire. Et aujourd'hui, 30 ans encore après, je crois que le pays comme la République démocratique du Congo, un des grands moteurs pour le développement de toute l'Afrique, est en train de vivre des moments très, très stratégiques. Et il faudra avoir beaucoup plus de tact pour pouvoir passer ce moment ici. Je crois qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo se rend compte que nous sommes sous embargo. C'est comme si nous sommes sous protectorat des Nations Unies. Parce que personne ne peut comprendre qu'au moment où nous sommes agressés, c'est nous qui souffrons. Et nous avons un embargo contre nous. Et même quand nous pouvons acheter des armes, nous ne pouvons pas les acquérir parce qu'on nous dit qu'il y a les transporteurs qui posent des problèmes ou quoi. Je crois qu'il y a un grand débat aujourd'hui, même au niveau de la MONUSCO. Je m'étais ici de révéler de grands secrets que le Congo, Kinshasa est en train de vociférer aujourd'hui pour qu'on essaye de se rendre compte vraiment de quelle est la politique, de quelle est la position et comment est-ce que cette communauté internationale est en train de nous voir aujourd'hui. Mais à la fin de toute chose, c'est que toute cette communauté internationale doit savoir que le Congo, c'est une nation. Il y a un peuple. Et quand ce peuple-là porte déjà le feu de l'actualité, de ce qui se passe, personne ne pourra vaincre la République démocratique du Congo. Le régime de notification, cela voudrait dire que les pays qui sont puissants à travers le monde, quand ils font des approvisions en armes, ils notifient au préalable les conseils de sécurité de leurs achats. Pas du tout, c'est pas comme ça que nous avons compris ça. Nous avons plutôt compris ça que l'on demande à tout vendeur d'armes de pouvoir déclarer d'abord les armes qu'ils veulent nous vendre, nous, en République démocratique du Congo, se fondant sur le fait que nous étions un pays belliqueux, un pays qui avait connu beaucoup de rébellions et autres. C'est pourquoi on veut gérer et comprendre comment est-ce que se fait le mouvement des armes dans notre pays. Et c'est là où nous nous disons faux. Nous rejetons ça avec la plus grande énergie. Soit on est un pays souverain, soit on ne l'est plus. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale, toute dans sa totalité, doit comprendre que la République démocratique du Congo est un pays souverain. C'est dès que le 30 juin ici, qu'ils avaient voté encore pour une année cet embargo, si vous vous rappelez bien. Et après, quand on a fait du bruit, ils ont faim de nous faire comprendre que la mesure a été assouplie. La mesure a été assouplie. Mais aujourd'hui, que nous sommes sur le point d'acquérir des armes chez nous, ça a été bloqué quelque part. Donc ça sent la complicité. Ça sent une complicité et nous devons faire du bruit quant à ça pour essayer de trouver des solutions, car c'est à ce moment-là que se joue notre indépendance économique. Très bien. Bonsoir Muzungu, je vous suis à partir de Luanda, en Angola. La RDC va plus mieux qu'il y a 5 ans. Beaucoup de réalisations. Un exemple, une veuve militaire qui touchait 30 000 francs congolais. À ce jour, elle touche 250 000 francs congolais. C'est Blaise Maka qui fait clin d'œil à Emmanuel Tshibambe, également à Jupiter Mukendi sur ces plateaux. Il y a quelqu'un qui nous salue depuis le ZSA. Je vais prendre son message. Qu'est-ce qu'il a écrit? Salut depuis le ZSA. Merci de nous suivre depuis les États-Unis d'Amérique. Je dis grand merci à vous, Jupiter Mukendi, expert en marketing politique. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie, Charles. Alors, on ne quitte pas la 10e rue télévision, on reste branché parce que Laetitia Batamba était sur le plateau pour l'édition. Elle avait déjà annoncé les titres, on va suivre les détails avec elle, ça sera pimenté. On se retrouve demain avec un autre invité. À toutes et à tous, à très vite.